En cette période des fêtes, offrez la beauté en cadeau. Et Sephora vous permet de le faire lors du Vendredi fou. Cette semaine, profitez d'aubaines quotidiennes et de 50% de réduction sur des produits sélectionnés chaque jour. Revenez tous les jours pour ne rien manquer. Et ce n'est pas tout. Sephora prolonge le Vendredi fou jusqu'au 29 novembre avec encore plus de trouvailles beauté à 50% de réduction. Profitez de toutes nos réductions en magasin et en ligne sur sephora.ca. Des conditions s'appliquent. Détails sur sephora.ca. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mon cher Mathieu, le directeur général de l'Institut d'études sur les génocides et les droits de l'homme de l'Université Concordia, c'est pas rien ça, qui associe les souverainistes québécois au Khmer rouge de Pol Pot, quand même, c'est gratiné. Oui, mais c'est fascinant parce que c'est révélateur par ailleurs de ce qui peut se dire du climat d'impunité intellectuelle dans les milieux universitaires qui sont, à mon avis, les lieux d'un grand délire aujourd'hui, où donc Paul Saint-Pierre Plamondon dit, je pense hier ou avant-hier, dans son Conseil national du Parti québécois, avant-hier, je crois, il dit décanadianiser le Québec, donc faire la souveraineté, démondialiser, c'est la rupture avec la logique de la mondialisation telle qu'elle se déploie depuis une vingtaine d'années. Il en a parlé dans son livre, il en a parlé dans sa campagne, on peut être d'accord ou non, c'est un objet de politique. Réponse d'un directeur d'un institut consacré au génocide et aux droits de l'homme. On lui prête donc une relative compétence sur ces questions puisqu'il dirige un institut qui lui leur est consacré. Eh bien, il polpotise. Après la l'hitlérisation, c'est la polpotisation des souverainistes québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon. Et c'est dans une impunité remarquable. Concordia ne sévit pas, ne commente pas, le bonhomme ne s'excuse pas. Je tiens à rappeler qu'à l'Université Concordia, pour avoir prononcé le titre nègre blanc d'Amérique, on peut se faire suspendre comme professeur. Mais si on traite quelqu'un de Pol Pot, donc c'est l'insulte, c'est Pol Pot, en matière de millions de morts, il y en a quand même quelques-uns. On est quand même dans les ligues mondiales du génocidaire. Et bien là, apparemment, on peut dire ça sans gêne, ça dérange pas trop. Et ça nous en dit à la fois donc sur l'université. Ça me semble absolument fascinant, à quel point l'université aujourd'hui n'est plus un lieu consacré à la recherche, à la liberté d'expression, à la pensée. C'est un lieu de militantisme déréglé qui est maquillé en savoir et en science. Ça nous en dit beaucoup sur ce qu'on peut dire sur les souverainistes québécois. C'est Pol Pot, c'est pas rien. Eh bien, on peut le dire sans que ça porte à conséquence. Ça nous en dit beaucoup, finalement, sur l'espèce de lâcheté d'un certain milieu intellectuel et médiatique qui laisse faire sans ne rien dire. Pour moi, tout cela est beaucoup plus grave qu'on le dit. Ben, tout à fait. Le gars, il est directeur général de l'Institut d'études sur les génocides. OK, ça veut dire que tu prends là, les génocides à cœur. Tu te penches là-dessus. Donc, tu veux pas qu'on banalise les génocides parce que toi, à longueur de jour, tu étudies le phénomène des génocides. Ça te touche, ça te scandalise. Alors, lui, le premier banalise totalement. C'est comment il peut après ça parler de génocide alors que pour lui vouloir la souveraineté du Québec, t'es un génocidaire. Donc, veut dire, il mérite même pas d'être directeur général de cet institut-là. Mais ça nous montre à quel point le sens des mots aujourd'hui s'est affranchi de toute réalité. Oui. Samedi, je crois, si je ne me trompe pas, Marc Cassivi, dans la presse, a assimilé les critiques du concept de racisme systémique au nationalisme blanc. Puis là, il a dit François Legault, le premier d'entre eux. Nationalisme blanc, ça fait référence au white nationalism. Le white nationalism, nationalisme blanc, c'est le suprémacisme blanc américain. C'est le Ku Klux Klan. C'est différentes tendances semblables. Et là, si vous critiquez la notion de racisme systémique au Québec, on peut désormais vous traiter sans gêne dans un journal qui se veut de référence, on peut vous traiter de nationaliste blanc. Et là, ensuite, quand on le fait remarquer à la personne, elle dit non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, parce que ça, ensuite, c'est le jeu de l'esquive. Hein. Et moi, ça me fascine, autrement dit, cette logique de l'injure, cette logique de l'insulte. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est Pol Pot. François Legault, c'est le Ku Klux Klan. Et puis, à travers ça, on est supposé pouvoir librement discuter. Et ces gens-là sont évidemment les promoteurs ardents de la tolérance et du respect. Mais quand on polpotise un adversaire, quand on le Ku Klux Klanise, disons ça comme ça, quand on le nazifie, quand on utilise tout ce vocabulaire pour disqualifier
un adversaire, pour le transformer en ennemi de l'humanité. On respecte plus les règles élémentaires du jeu démocratique. Et ça, et je pense, surtout, c'est une forme de faillite de l'intelligence, une faillite de la culture, une faillite du vocabulaire. Mais là, je reviens sur cet homme de Concordia. Je pense que son institution devrait lui demander au moins de se justifier, parce qu'il engage la parole de son institut. À un moment donné, on parle pas dans le vide comme ça. Et s'il nous dit, j'ai simplement fait une petite blagounette comme ça, hein, c'est une blagounette, je l'ai polpotisée. Eh bien, je m'excuse, mais là, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que dans son environnement, polpotiser quelqu'un, un souverainiste québécois, un nationaliste québécois, qui critique la mondialisation et qui veut sortir du Canada, en tant que tel, ça, la polpotisation, hein, la diabolisation, ça va tellement de soi qu'on peut faire cette blague-là sur Twitter sans imaginer qu'on n'a rien fait de mal. Moi, je trouve qu'on est dans un environnement idéologique toxique, et ces gens-là, ça, je pense qu'il faut le redire, si, là, aux États-Unis, ils se sont délivrés de Trump, ou à tout le moins, ils sont en train de se faire une fois pour toutes, très bien. Mais on ne devrait jamais oublier que ce sont ces gens-là qui fabriquent à la tonne, qui peuvent fabriquer pas à la tonne, des Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à toujours diaboliser, vomir, diaboliser, ça crée chez le commun des mortels, en dernière instance, une réaction assez virulente d'exaspération. Et c'est cette exaspération-là qui engendre à terme des réactions dites populistes, entre guillemets. Et moi, je trouve que dans les circonstances, quand Paul Saint-Pierre Plamondon dit « excusez-vous », c'est juste un appel à la décence publique. Il ne veut pas humilier un adversaire, il dit juste la décence élémentaire pour qu'on puisse discuter dans une société qui n'est pas encore aussi polarisée qu'aux États-Unis, et ainsi de suite. Et je me désole que il a été obligé, parce que sur tout le temps, je pense que c'est dans le Journal de Montréal ce matin, il soit obligé de demander des excuses, alors que la décence élémentaire aurait voulu que le type retire son tweet sans excuse, et que tout ça se termine dans un moment de « j'ai été trop loin, j'ai même été tellement loin que ça n'avait aucun sens, mes excuses, mais non, on peut vomir sur un leader souverainiste québécois, ça c'est jamais grave. » Oui, parce que je suis sûr que Carl Matthews était le premier à être choqué d'entendre parler de nègre blanc d'Amérique. Je suis sûr qu'il trouvait ça épouvantable et raciste, mais lui, il voit aucun problème à traiter un souverainiste de Pol Pot. Et d'ailleurs, ça va te faire sourire, Mathieu, mais il y a un auditeur, Dominique Beaulieu, que je salue, qui m'a écrit, il est allé sur la page personnelle de Kyle Matthews, là où il se présente son organisme et tout ça, c'est en anglais seulement. Ah non, mais ça c'est Concordia. Mais c'est, bon, ça, comment dire, je ne suis pas surpris. C'est pour ça que là-dessus, il y a un degré, c'est le désavantage d'évoluer dans l'espace public, c'est qu'on s'habitue à tout. On s'habitue que le français soit optionnel au Québec, par exemple. Mais on est ce qu'on est, on a chacun nos petits défauts. On s'habitue peut-être pas de se faire assimiler, de voir un leader souverainiste assimilé à un génocidaire du 20e siècle. Et c'est fou, hein, parce qu'il faudrait faire l'histoire, d'ailleurs, certains l'ont fait, des différentes tentatives de discrédit des souverainistes au 20e siècle. Alors, qu'est-ce qu'on a mobilisé contre eux? On a mobilisé la mémoire de la Shoah. Hein, c'est le moins qu'on peut se dire. On a dit, finalement, le souverainisme québécois, c'est un écho nord-américain francophone du Troisième Reich. Ça, on l'a entendu. On a eu droit à toutes les accusations de racisme disponibles, sud-africains, les Serbes en un certain temps, quand c'était des Serbes dont on parlait. On a eu, avec Charles Taylor, il nous a dit que la charte des valeurs, c'était Poutine. Bon, Poutine, c'est dans la hiérarchie du mal, c'est pas encore Pol Pot, mais c'est quand même pas une référence avantageuse, disons ça comme ça. Là, on est rendu... On a eu aussi, c'est vrai, il y a eu les ayatollahs de la langue française. Ça, c'était pas populaire dans les pages éditoriales de la presse des années 90. Hein? On parlait des ayatollahs du français. Là, maintenant, on en est rendu à Pol Pot. Et dans les accusations de racisme systémique, on passe par le Mississippi. Bon, sérieusement, les gars, ça vous tenterait pas de vous calmer un peu? Je veux dire, on est quand même dans un moment où là, toutes les références les plus malveillantes, le jour où on va trouver dans l'univers extraterrestre l'empire génocidaire disponible dans une autre galaxie, je suis à peu près certain qu'on va rabattre les souverainistes québécois sur des génocidaires d'une autre galaxie. Donc, on n'en sort tout simplement pas. Ils sont toujours à la recherche du pire exemple possible, de la comparaison la plus odieuse, et ils la balancent comme ça, comme si ça allait de soi. On est en droit à un moment donné de s'exaspérer. Mais Mathieu, un des problèmes, c'est que quand tu veux adopter la posture révolutionnaire, la posture rebelle, c'est plate de vivre au Québec parce que c'est une société paisible, c'est une société ouverte, c'est une société généreuse. Donc, il faut que tu t'inventes un ennemi parce que sinon, c'est plate, là. Fait que tu as besoin de combattre un ennemi, donc tu en inventes un de toutes pièces et tu lui donnes tous les défauts possibles.
Oui, absolument. Plus on diabolise, plus on s'autorise soi-même pour frapper fort. C'est-à-dire, si on est vraiment contre les nazis, là, si on se bat contre des nazis, ben, on laisse de côté les arguments, puis on prend tout de suite les points. C'est-à-dire, si on est vraiment devant des nazis, on va pas discuter à nouveau avec ces gens-là. Et là, il y a deux éléments là-dedans. C'est pour ça que la notion de Pol Pot est assez intéressante. Parce que quand on nous fait le coup de la nazification, en fin de semaine, je me suis fait nazifier aussi sur Twitter. Mais et là, moi, je note une chose, c'est quand on se fait nazifier, ça témoigne aussi paradoxalement de l'incroyable inculture du nazificateur. Pourquoi? Parce que le seul méchant disponible dans son esprit, c'est Hitler. Donc ça, Hitler, bang, c'est réglé. Peu importe ce qui se passe, Hitler. Donc là, ils ont un méchant disponible dans leur conscience historique. En plus, lui, c'est le moins qu'on veut dire, c'en est un vrai. Parfait, hitlérise. Je constate que plus on évolue dans les milieux universitaires, là, on est des références un peu plus évoluées. Pol Pot, hein. En plus, il y a un petit jeu de mots. Paul Saint-Pierre-Plamondon, Pol Pot, Takachi, est bonne. T'évolues dans les milieux woke. Là, dans les milieux woke, on évolue dans un environnement américanisé. Quelles sont les références américaines? Ben, c'est le Mississippi, c'est le Sud, c'est le white nationalism, le nationalisme blanc, pour reprendre la formule de Marc Cassivi. On évolue, c'est le racisme systémique, c'est le privilège blanc. Donc là, on utilise comme ça. Et moi, ça me fascine, autrement dit, comment le terme d'injure, le type d'insulte utilisé en dit beaucoup, finalement, sur l'univers mental dans lequel nos insulteurs, les diabolisateurs évoluent. Et je pense que devant cela, tu sais, souvent la réaction du souverainiste lambda des années 2000, c'était quand il se faisait insulter, de se dire « Oh là là, je ne veux plus me faire insulter, qu'est-ce que je fais? Je mets le genou à terre et je m'excuse même si j'ai rien fait », en espérant amadouer le persécuteur. Alors, si je m'excuse, surtout si j'ai rien fait, ben mon Dieu, ça va être la preuve que je suis quelqu'un de bien. Eh ben non. Là, on se retrouve avec Paul Saint-Pierre-Plamondon qui dit un instant, non, vous ne polpotiserez pas, vous allez vous excuser. J'aimerais que François Legault dise, vous ne me traiterez plus jamais de white nationaliste, de nationaliste blanc, plus jamais vous allez me comparer à ça. Il serait temps que ceux qui se font insulter se tiennent droit, se tiennent debout, répondent, ripostent pour contester l'espèce de prétention morale, vertueuse, inculte et mesquine des diabolisateurs qui tiennent le haut du pavé médiatique. Tout à fait. Alors, Pol Pot de côté, Richard Gobel te salue. Merci beaucoup. Bonne journée. On se reparle demain. Offrez la beauté en cadeau. Et Sephora vous permet de le faire lors du Vendredi fou. Cette semaine, profitez d'aubaines quotidiennes et de 50% de réduction sur des produits sélectionnés chaque jour. Revenez tous les jours pour ne rien manquer. Et ce n'est pas tout. Sephora prolonge le Vendredi fou jusqu'au 29 novembre avec encore plus de trouvailles beauté à 50% de réduction. Profitez de toutes nos réductions en magasin et en ligne sur Sephora.ca. Des conditions s'appliquent. Détails sur Sephora.ca. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors Mathieu, Isabelle Racicot, on le sait, a fait un documentaire sur le racisme et je me demande, je sais que tu l'as vu, est-ce que ça donne dans la culpabilité, dans les accusations de racisme systémique ou c'est moins idéologique, plus mesuré, plus tempéré? Quel genre de ton? Ah non, moi ça m'a fasciné. C'est 1 heure de propagande ça y est. À fort volume, où la notion de racisme systémique est présentée comme l'évidence absolue allant de soi et dont la contestation semble inconcevable. On est dans 1 heure. En fait, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'on n'arrête pas de nous parler des privilèges. Et ce que je constate, c'est que le principal privilège qui ressort de ce documentaire, c'est qu'une vedette peut facilement, dans une année comme celle-là, se faire financer un documentaire de propagande, un documentaire militant par Radio-Canada pour endoctriner une population et se faire chanter des louanges, se faire saluer pour un travail dont par ailleurs, je dois le confesser, comme dirait Rémi Girard dans le déclin, est périssant d'ennui, hein, mais au-delà même du fait qu'il soit périssant d'ennui, c'est une propagande répétitive, lassante, assez désolante en fait, et culpabilisatrice, qui confond, j'ajoute, avec une définition du racisme systémique. Encore une fois, c'est toujours vers ce qu'on tombe, une définition d'une élasticité à un point tel qu'on ne sait jamais à quoi ça réfère finalement, mais apparemment, on doit à tout prix être d'accord avec cette notion-là. Un récit de l'histoire qui mélange le Québec, le Canada, les États-Unis,
qui mélange le français et l'anglais, j'entends par là qui mélange les histoires du fait français en Amérique et du fait anglophone. Donc une espèce d'histoire bancale, bâclée, mais qui se présente à nous sous le signe des bons sentiments et d'une évidence qui se veut presque scientifique. Alors devant tout cela, comment ne pas être consterné? Je sais qu'il vaudrait mieux applaudir ce documentaire et dire que c'est merveilleux, puis que c'est un pas dans la bonne direction, puis que tout cela devrait nous enthousiasmer, mais n'étant pas doué de ce point de vue pour chanter les œuvres officielles de la propagande. Parce on parle autrefois du réalisme socialiste, mais là, il y a du réalisme diversitaire. Eh bien, je suis obligé de dire que j'ai pas trouvé ça très bon. Je suis déçu, puis je m'attendais à d'autres choses qu'une heure de propagande de la part d'Isabelle Racicot. Donc, elle a bu le Kool-Aid. Ce qui est triste, c'est que je connais de nom Madame Racicot. Je ne doute pas que lorsqu'elle fait autre chose, c'est une animatrice de qualité. Je ne doute pas que c'est une femme de qualité. De tout cela, je ne doute pas, mais je le dis sincèrement. C'est-à-dire, j'ai aucune raison de penser que cette femme-là est mal intentionnée en tant que telle. Là. Mais ce que je constate, c'est que lorsqu'on se convertit, quand elle a dit, il y a un sentiment d'une urgence d'agir, une urgence absolue. Bon, eh bien, l'urgence d'agir qui se conjugue à la conversion. On se convertit rarement à la version tiède d'une doctrine. Donc, quand on se convertit sous le signe de l'incandescence. Et cette incandescence-là, ben, c'est sur le signe, justement, par exemple, de la racialisation intégrale des gens. On est dans cette idée, j'ai une amie blanche, j'ai une amie noire. Moi, je sais pas, quand je fais la liste de mes amis, je fais pas le tri de leur couleur de peau. Mon premier souci n'est pas de dire leur couleur de peau. Puis pour vrai, j'y reviens parce que ça me semble fascinant. On nous propose dans ce documentaire un détour historique apparemment, mais c'est pas un détour, en fait, c'est une espèce d'égarement, parce que dans les faits, l'histoire qui nous est racontée n'est pas celle d'une société, d'un peuple, d'un pays, d'une nation. C'est une espèce d'histoire globale qui, par ailleurs, faut bien le dire, culpabilise jusqu'à la présence européenne, entre guillemets, en Amérique. Fondamentalement, de Christophe Colomb à aujourd'hui, nous serions dans des sociétés fondamentalement illégitimes, qu'on nous permette quand même de ne pas entrer là-dedans. Donc, de Madame Racicot, par rapport à qui il n'y a pas d'attente particulière, je constate simplement qu'on a eu droit à un documentaire qui est une espèce de passe-droit pour avoir une heure de répétition de slogan à la télévision d'État. Et concernant le fameux privilège blanc, toi, tu ne crois pas que lorsque tu es blanc, tu as plus d'avantages quand c'est le temps de te trouver une job ou de te trouver un logement, par exemple? Mais c'est une notion tellement loufoque, si je peux me permettre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par là? Premièrement, la notion même de blanc, je la conteste. Je veux dire, qu'on le veuille ou non, moi, quand on me dit que je suis blanc, vous êtes blanc, mon réflexe, non, je suis québécois. Je trouve que cette manière de nommer les gens d'abord en fonction de leur couleur de peau, pour moi, c'est d'abord en tout, c'est une forme d'agression idéologique qui nous vient des États-Unis. Et je regarde le Québec, je vois, comme j'aime dire, les descendants de Durham et les descendants de Papineau. Et dois-je les mettre dans une même catégorie parce qu'ils sont blancs? Ensuite, si je me tourne vers l'Irlande et la Grande-Bretagne, parce que ça compte, eh bien, est-ce qu'avant l'indépendance irlandaise, Irlandais et Britanniques en Grande-Bretagne, en Irlande, on peut parler de privilèges blancs, les définissant ensemble. Je trouve que c'est une notion qui est tordue et qui, en plus, racialise encore à outrance les rapports sociaux. Comment dire, est-ce que je dois comprendre, à cause de cette espèce de privilège, donc cette espèce de privilège accordé aux critères racial, que, en dernière instance, Mme Racicot, qu'on voit dans sa vie privée dans le documentaire, est dans une situation désavantageuse par rapport aux différents poquets qu'on peut trouver, je sais pas, moi, dans tel ou tel quartier de l'Est de Montréal, dans des quartiers marqués par la misère, les inégalités sociales. Est-ce qu'on doit considérer qu'il y a une forme de bloc homogène qui va de la madame éclopée de la rue Panet jusqu'à Bill Gates d'un côté
côté, puis de l'autre côté, un autre bloc homogène qui va d'un noir d'Haïti ou d'un immigrant récemment arrivé ou qui est dans Saint-Michel jusqu'à Mme Racicot et Barack Obama. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette espèce d'enfermement racial, cet enfermement dans des catégories sous le signe de la couleur de la peau? Je pense que ça déforme notre rapport à la société. Je pense que ce qu'on appelle les inégalités sociales ou les injustices sociales ne se définissent pas d'abord, ni exclusivement, ni d'abord par la question dite raciale, entre guillemets. Je refuse, quant à moi, d'importer la problématique raciale américaine ici. Donc, devant tout cela, je dis ça tient pas la route. Par ailleurs, si on nous demande si oui, mais il y a beaucoup de blancs dans l'espace public au Québec, OK, mais le fait est que qu'on s'en désole ou qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en fiche, le fait est que c'est une société qui était historiquement blanche, entre guillemets. Désolé d'être là, désolé d'avoir cette couleur de peau-là, on n'y peut rien. Il me semble qu'on s'est transformé au fil du temps, depuis les dernières décennies, mais si on reproche aux Québécois globalement leur couleur de peau, ben là, faut savoir à qui ça intéresse, c'est qui les racistes dans tout ça. Et écoute, il y a des gens qui disent, là, mettons, là, tu prends un logement, chercher un logement, mettons. Là, tu prends quelqu'un là, qui a l'air vraiment bizarre, là, un blanc là, avec des tatous partout, puis une coupe de cheveux weird, puis qu'il a l'air vraiment, là, tu sais, il peut faire peur à du monde, tout ça, là. Bon, et les gens vont dire, ben c'est certain qu'il va avoir de la difficulté à trouver un logement, mais mettons, là, à look égal, mettons, là. Tu sais, tu prends un noir, là, qui est bien habillé, bien sapé, etc., puis un blanc, même chose, bien sapé, eux vont dire, ben entre les deux, le blanc va toujours avoir un petit avantage que le noir n'a pas. Ce sont des notions qu'il faut considérablement relativiser, me semble-t-il. Je vais juste donner un exemple qui me semble assez important, parce que je reprends ton exemple. Si je reçois, imaginons que je décide de louer un logement, et je reçois, je sais pas qui, moi, un homme qui est noir, mais qui a l'air de la classe moyenne comme tout le monde, ou qui a l'air simplement il s'est correctement vêtu, comme n'importe qui le fait, qu'il soit noir, jaune, blanc, mauve, avec des petits points verts, qu'importe. Puis de l'autre côté, j'ai un blanc qui arrive chez moi, puis qui parle français, là, qui parle un bon français québécois, mais qui manifestement ne respecte pas les codes élémentaires de la politesse, de l'urbanité, de la civilité, puis qui arrive poqué. Ben, si à tout prix, là, je dois utiliser la notion de privilège, eh ben celui qui va en profiter, c'est l'homme qui est noir et non pas l'homme qui est blanc. OK, mais je me fais l'avocat du diable juste pour les fins de la discussion. Il y a des gens qui vont dire, OK, pour que le noir soit privilégié, ça prend un blanc poqué. Ça prend un blanc vraiment poqué qui fait peur. Là, le noir va être privilégié. Non, je dis pas ça. Je dis simplement que le cerveau humain ne fonctionne pas selon des catégorisations raciales obligatoires. Et je dis qu'en dernière instance, ce qui compte, c'est la culture. Et la culture, c'est pas la race. Et je donne souvent cet exemple d'une société qui, comme au Québec, a fait animer sa fête nationale par Normand Brathwaite pendant des années et qui a jamais eu l'idée d'y voir le noir de service. Ben non, on y voyait simplement un animateur incroyablement doué qui était parfaitement intégré à la culture québécoise, qui en était, qui la représentait, qui la faisait vivre et puis qui était ni plus ni moins ni autrement québécois que moi, que toi, que d'autres. C'est une société qui a vu en Normand Brathwaite une de ses figures qui l'incarne culturellement, qui voit en Grégory Charles un enfant remarquablement doué de la société. On peut faire la liste des gens que les Québécois ne traitent pas comme le noir parmi nous. Je trouve que il y a quelque chose là-dedans de tordu dans cette idée qu'on devrait à tout prix classer ou catégoriser les gens en ce droit. Est-ce qu'il y a ensuite, ça la question, est-ce qu'il y a des racistes ici? Est-ce qu'il y a des gens qui fonctionnent selon des codes raciaux? Très certainement, parce que la bêtise humaine est partagée entre toutes les communautés de la Terre. Est-ce qu'on trouve ici des miochons qui vont dire c'est un noir, je m'en méfie? Très certainement, et ces gens-là sont condamnables intégralement. Est-ce qu'on trouve des gens ici qui disent les Arabes, c'est des terroristes? Oui, et ces gens-là sont condamnables sans le moindre doute. Je ne fais pas de nuance là-dessus comme tout le monde. Est-ce qu'on va voir par ailleurs aujourd'hui des gens dire dans l'espace public, c'est un blanc, donc il est privilégié? Oui, il y en a beaucoup qui disent ça aussi, mais ça, apparemment, on a le droit de le dire. Ça, c'est un préjugé légitime. Blanc égale privilège, ça, c'est un préjugé légitime. Hein? Ça, je dis ça comme ça. Donc, on est dans cette espèce de logique qui veut nous forcer à voir le monde à travers des lunettes américaines. Et moi, là-dessus, je résiste vivement. Par ailleurs, si on veut nous dire qu'une société qui reçoit des apports d'immigration, ça lui prend un certain temps à se transformer, se modifier,
intégrer ces populations nouvelles. Et ça va juste de soi. Mais je connais pas une société dans l'histoire humaine qui, des centaines de milliers de personnes arrivent, puis d'un coup transforme ses codes immédiatement comme si de rien n'était. Mais non, il y a des transformations, ça prend du temps, on tâtonne, mais globalement, si la question de savoir si est-ce qu'on fait plutôt bien comme société en matière d'ouverture et de main tendue, je pense qu'on est globalement du bon côté de l'histoire pour reprendre la formule à la mode. Bien qu'on a probablement plein de choses à se reprocher, mais je n'y peux rien. Quant à moi, je n'accepterai pas de remplacer la culture par la race. Je n'accepte pas de remplacer la langue par la race. Je n'accepte pas de remplacer le souci pour les inégalités sociales par le souci pour l'espèce de fanatisme racial. Je suis désolé, j'ai peut-être pas la bonne manière de voir, mais je pense même fondamentalement, ça je le dis, je pense que la social-démocratie québécoise, avec tous ses défauts, a fabriqué une société infiniment plus égalitaire que les fantasmes de toute puissance de l'industrie hollywoodienne américaine, qui n'arrête pas apparemment de nous proposer des modèles de réussite diversifiés, mais qui, dans les faits, a fabriqué une société inégalitaire au possible, qui, elle, a véritablement des choses à se reprocher en la matière. Tout à fait. Merci beaucoup. Et Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'est fait traiter de Pol Pot. Et toi, je vois que tu t'es fait traiter d'Adolf Hitler cette semaine. Oui, mais ces choses sont fréquentes. Mais je note, cela dit, si je peux me permettre, que Paul Saint-Pierre Plamondon a demandé des excuses. Il les a eu de Concordia. Il les a eu de Carl Matthews qui l'avait insulté. Carl Matthews qui a pris la peine de dire, je vous ai traité de Pol Pot, mais je voulais pas vous insulter. Blagueur! C'est comme si je dis, mon Richard, maudit chien sale qui pue. Moi, je voulais pas t'insulter. Mais pourquoi tu l'as mal pris? C'était mon humour sarcastique. Mon espèce de susceptible. C'est un lapsus, c'est un lapsus, c'est tout. Je voulais pas t'insulter. C'est génial. C'est rire du monde en pleine face. On est quand même dans cette société où on dit, hey, bonhomme, gros plein de marde. Hey, pourquoi tu m'insultes? Mais je t'insulte pas, je suis sarcastique. Ben, fallait le dire, ben merci. Ben, franchement, ça va mieux de bord. Merci, Mathieu. Bonne journée, Mathieu. Offrez la beauté en cadeau. Et Sephora vous permet de le faire lors du Vendredi fou. Cette semaine, profitez d'aubaines quotidiennes et de 50% de réduction sur des produits sélectionnés chaque jour. Revenez tous les jours pour ne rien manquer. Et ce n'est pas tout. Sephora prolonge le Vendredi fou jusqu'au 29 novembre avec encore plus de trouvailles beauté à 50% de réduction. Profitez de toutes nos réductions en magasin et en ligne sur sephora.ca. Des conditions s'appliquent. Détails sur sephora.ca. En cette période des fêtes, offrez la beauté en cadeau. Et Sephora vous permet de le faire lors du Vendredi fou. Cette semaine, profitez d'aubaines quotidiennes et de 50% de réduction sur des produits sélectionnés chaque jour. Revenez tous les jours pour ne rien manquer. Et ce n'est pas tout. Sephora prolonge le Vendredi fou jusqu'au 29 novembre avec encore plus de trouvailles beauté à 50% de réduction. Profitez de toutes nos réductions en magasin et en ligne sur sephora.ca. Des conditions s'appliquent. Détails sur sephora.ca. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mon cher Mathieu, on dit que la tomate est à la fois un fruit et un légume. Alors, la CAQ est une coalition. C'est à la fois un peu du Parti libéral, un peu du PQ. Il y a des bleus, il y a des rouges. Donc, sur un sujet qui divise autant que la langue, qui va gagner? Les rouges ou les bleus au sein de la CAQ? Alors, j'ai un professeur au secondaire qui disait qu'une certaine manière de faire des cocktails, c'était quelquefois de mettre une grosse moitié d'un quelque chose et une petite moitié d'un autre. J'ai l'impression que la grosse moitié en ce moment, elle est libérale et la petite moitié, elle est nationaliste. Je vois aller la CAQ, c'est particulier, parce que Simon Jeannin Barrette a fait sa conférence de presse hier et il avait l'air terriblement seul. C'est un homme qui nous dit il fait une annonce pour nous dire qu'il va faire une annonce. C'est celui qui nous dit regardez-moi vous montrer quelque chose. Je vais vous le montrer, ça va être gros, je vais vous le montrer. Mais tu vas nous montrer quoi? On va vous le montrer. OK, mais quoi? Et puis là, on attend la suite. Donc, c'est un discours qui n'était pas sans intérêt sur deux plans. C'est-à-dire, il rappelait l'histoire du combat francophone en Amérique, au Québec, ce qui est très bien. La perspective historique, c'est nécessaire en politique. Il rappelait aussi un nécessaire juste diagnostic pour parler de la situation du français. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'on nous explique. En fait, ça fait depuis la commission Larose qu'on nous raconte que ça va bien. Et là, maintenant, c'est plus possible de faire semblant. Donc, au moins, c'est le pari de la lucidité. Quand vient le temps d'agir, alors là, tout est reporté au retour des fêtes. Pardon, mais le débat ne prendra que lorsqu'on aura des propositions sur la table. Et ce que l'on sent
à moins que je ne me trompe, c'est qu'il y a des tensions à la CAQ entre d'un côté l'aile, justement, venue du Parti libéral, pour qui toute forme de politique linguistique affirmée, c'est une politique xénophobe, repliée sur soi-même, fermée à l'anglais, fermée à la mondialisation. Et Simon Jolin Barrette qui devient aujourd'hui le symbole dans son parti du courant nationaliste. Et François Legault, là-dedans, est dans une position difficile. Parce que François Legault, c'est un ancien péquiste, mais c'est un péquiste de l'époque de la paix linguistique. Il faut se rappeler ces affaires-là. Il arrive en politique fin des années 90, début 2000, si je ne me trompe pas. Et François Legault nous dit, à l'époque, puis il le pense encore, que la loi 101, elle fonctionne. La loi 101 a fait son travail. La loi 101 a fait le boulot. Donc, ça se peut qu'il y ait des ajustements techniques à faire, mais globalement, le dispositif juridique pour assurer la protection du français au Québec, il est là. Et manifestement, François Legault peine à se mettre à jour sur, rappelons ça, la situation nouvelle, très bien documentée par quelqu'un dont on a souvent parlé à l'émission, Frédéric Lacroix, dans son livre « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Et là, on voit la situation. La loi 101 a eu une portée jusqu'aux années 90, milieu des années 90, fin 90, en fait, globalement jusqu'à l'échec référendaire. Ensuite, elle commence à perdre de sa dynamique, elle perd de son élan, elle perd de son mordant. Et aujourd'hui, c'est un gruyère dont il ne reste que les trous. Et là, on se retrouve donc avec une espèce de gouvernement du Québec qui, dans les faits, est un État bilingue, mais qui prétend encore être un État francophone. Et pour moi, il y a trois exemples qui marquent ça terriblement. Le premier, c'est que dans les faits, quand on interagit avec l'État québécois, ça peut être en français ou en anglais. L'anglais n'est pas réservé à la minorité historique anglaise qui a ses droits. N'importe qui peut fonctionner en anglais avec l'État québécois, donc le français est optionnel avec l'État québécois. On pourrait le prendre, mais c'est pas obligatoire. Deuxième élément, on le voit avec Dawson, qui pour moi est assez révélateur, puis plus largement la question du cégep, les deux s'imbriquent. Dès qu'on quitte le circuit de la socialisation francophone obligatoire au secondaire, un nombre significatif de nouveaux arrivants file vers l'anglais comme s'il était enfin délivré du poids des francophones. D'ailleurs, Dawson, fréquentation, d'abord des allophones, ensuite des anglophones et enfin des francophones. C'est quand même assez révélateur. Puis, troisième élément qui pour moi n'est pas un détail, je l'évoquais en chronique ce matin, les conférences de presse du gouvernement du Québec, cette étrange et nouvelle manie de tout faire ça en bilingue, ou à tout le moins alors moi, je me dis un instant. Là, si l'État québécois est sérieux dans son rapport au français, il devrait faire ses conférences de presse en français. Que les questions des journalistes anglais viennent ensuite en anglais, très bien, mais l'État du Québec répond en français. Je ne vois pas pourquoi on institutionnaliserait le bilinguisme juste comme à la communication de l'État au quotidien. Là, ça ne marche plus. Donc, je pense que la CAQ, si elle veut agir, puis on croit qu'elle veut agir, hein. C'est la question, jusqu'où va-t-elle agir, cela dit? Elle doit avoir le courage de transgresser à la fois l'illusion de la paix linguistique, qui n'est que le masque de notre régression, et surtout de franchir les obstacles qui viendront avec les injures et ainsi de suite, mais ce sont des injures inévitables lorsqu'on agit. Hein? Camille Lorrain s'est fait comparer à Hitler, à Goebbels, et ainsi de suite. Eh bien, je pense qu'il faut être capable d'endurer des sales injures, des sales insultes, si on veut être capable d'agir sur la langue. Écoute, chaque verre propose des saveurs, des images et des souvenirs de nos plus beaux coins du Québec. La distillerie La Chaufferie et le renommé chef distillateur Vincent Van Horn conçoivent des spiritueux à partir de produits exclusivement locaux. Goûtez le terroir québécois à travers le rail à l'érable Sugar Shack, le gin Furlong ou encore la vodka Lemay, une des rares vodkas québécoises. Donnez à vos cocktails l'alcool qu'ils méritent. Recherchez les spiritueux de la distillerie La Chaufferie, alcool québécois du grain au vert, sur Facebook, Instagram et lachaufferie.ca. Ou mieux, visitez en personne la distillerie et sa boutique. Vous êtes un acteur important de votre secteur d'activité. Vous avez des solutions ou des opinions à partager. Vous pouvez faire la différence. Exprimez-vous à faites-la-différence@commercialquebecormedia.com et faites-vous entendre avec la force de nos plateformes. Il y a une chanson très méconnue et oubliée de Beau Dommage qui s'intitule Marie-Chantal. Et c'est l'histoire d'un homme pauvre qui parle à une fille riche. Et voici ce qu'il dit. Tu me dis, je t'ai dans la peau. Franchement, je m'en fais pas trop. C'est le genre de tatouage qui part bien vite au lavage. Et là, on va voir si le nationalisme est un tatouage qui part au lavage à la CAQ. Moi, c'est une bonne question, hein. C'est une excellente question, parce que François Legault, quel arbitrage il doit faire là-dedans? Moi, je ne doute pas, on peut être sévère envers François Legault, on peut avoir des moments d'exaspération contre lui, mais globalement, il nous a délivré du règne libéral. Il a fait la loi 21, c'est pas un détail. Il tient tête sur la question du racisme systémique, bien qu'on aimerait qu'il se contente pas d'une résistance passive, mais qu'il contre-attaque. Tout ça est très bien. Mais là, il y a un moment de vérité.
c'est la question du français. Puis on le sait que la situation est tragique. La question linguistique, on la voit remonter à un point tel que même les libéraux à Ottawa sont obligés de faire semblant que c'est important pour eux. C'est quand même assez fascinant, là. Même les libéraux d'Ottawa commencent à se préoccuper du statut du français. Là, François Legault doit, me semble-t-il, demeurer ce qu'il a cherché à être depuis son élection, c'est être dans le rôle du chef national, qui c'est pas un radical, François Legault. On s'attend pas à ce qu'il propose la politique de Mario Beaulieu, François Legault. Mais on s'attend à ce qu'il fasse une politique qui ne soit pas faite pour plaire à son aile libérale. Et pour l'instant, on a l'impression qu'il y a une tension. Et puis je crois que les péquistes eux-mêmes, je pense que c'était Paul Saint-Pierre Plamondon qui le notait à Québec il y a quelques semaines, il notait l'écart de plus en plus visible entre Jolin Barrette et le reste de son parti. Ben oui. Est-ce que Simon-Jolin Barrette est d'accord en ce moment avec l'agrandissement de Dawson? Est-ce que Simon-Jolin Barrette, au fond lui-même, il aimerait aller dès maintenant présenter son projet de loi? Est-ce que Simon-Jolin Barrette, pour lui-même, croit que le cégep français est nécessaire? Quels sont les désaccords entre Simon-Jolin Barrette et son gouvernement? On ne le sait pas, mais on sent qu'il y en a. La question est de savoir, est-ce que Simon-Jolin Barrette va être capable d'amener un projet suffisamment intéressant pour lui-même pour qu'il se dise, j'ai pas tout ce que je veux, mais en politique, on n'a jamais tout ce qu'on veut, mais je fais des mesures suffisamment fortes pour être capable de changer la donne. Sinon, ce qui m'apparaît évident, c'est que le Parti québécois va récupérer, va avoir un espace pour récupérer ce qu'on pourrait appeler les insatisfaits sur le plan linguistique. Donc, il y a deux possibilités finalement. Soit la CAQ est à la hauteur, et je pense qu'on espère tous ça, qu'elle soit à la hauteur sur le plan linguistique comme elle a été sur la question de la laïcité, soit elle ne l'est pas, et ça dégage l'espace sur son plan nationaliste. Tout à fait, mais en tout cas, une chose est claire, là, c'est que si les gens qui, comme toi, rêvent d'un cégep uniquement en français, votre chien est mort, là. C'était clair. Non, mais ça, c'est un bon exemple. Moi, personnellement, le cégep français, je suis pour ça depuis 20 ans. Quand la question est apparue début des années 2000, fin 90, même début 2000, j'en étais partisan. Et mes attentes par rapport au gouvernement sur ça sont à zéro. Donc, faut s'entendre. Moi qui suis quand même, je fais pas partie de l'école des accommodants exagérés sur la langue. Ben, je m'attends à rien sur le cégep français. Je m'attends à rien. Mais parce que je m'attends à rien là-dessus, je m'attends beaucoup sur autre chose, cela dit. Je prétends pas parler au nom d'autres que moi-même. Mais je pense que c'est pas dans le système mental de François Legault que de faire le cégep français. C'est, dans sa tête, c'est quelque chose de pur et dur de Montréal-Centre du PQ de 2001. Donc, OK, on comprend qu'il ira pas là-dessus. Mais sur le reste, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, s'il ne fait pas le cégep français, OK. Mais s'il baisse significativement les seuils d'immigration? Pour l'instant, il nous annonce qu'il va les rehausser pour 2021. Est-ce qu'il stoppe l'agrandissement de Dawson? Pour l'instant, on comprend que ça continue. Est-ce qu'il décide de faire du français la seule langue de l'État tout en préservant les droits de la minorité historique anglaise? Pour l'instant, ça n'a pas l'air parti pour ça. Bon, ben là, c'est donc quoi les mesures fortes et structurantes, les mesures costaudes, comme on dit? Et puis en dernière instance, je crois que la vraie question, puis on l'a souvent dit, c'est la question des seuils d'immigration. On a des seuils si élevés en ce moment que même les lois les plus résolues ne pourraient pas intégrer. C'est moi, quand j'entends dire c'est pas une question de chiffre, c'est pas une question de chiffre, c'est une question de volonté. Eh ben non, c'est une question de chiffre aussi. À un moment donné, il y a la quantité pèse tellement que ça transforme la donne. Et si on n'ajuste pas nos seuils d'immigration à nos capacités d'intégration qui sont bien moins élevées que ce qu'on dit, eh bien Montréal va continuer de s'angliciser, Laval va continuer de s'angliciser, les deux rives vont continuer de s'angliciser. Puis un jour, la CAQ va se demander qu'est-ce qui s'est passé. On lui aura dit qu'elle a tout simplement pas agi quand il pouvait encore sauver la situation. Et c'est ça. Et tu sais, la CAQ est libérale face aux libéraux et un peu joue la carte péquiste face aux péquistes, etc. Joue dans l'ambiguïté, dans l'équivoque et tout ça. À un moment donné, il va falloir bas les masques. Il va falloir que la CAQ montre son vrai visage parce que l'heure de vérité s'en vient avec le projet de réforme de la loi 101 et avec aussi l'histoire de la loi 21 sur la laïcité. Ils ne pourront plus jouer sur les deux niveaux en ayant deux visages. Ça va être l'heure de vérité. Ben, t'as absolument raison. En fait, la coalition caquiste, on va voir de quel bois elle est faite finalement. C'est parce que la coalition caquiste est une coalition bancale et circonstancielle rassemblée par un homme de talent, François Legault, mais une coalition qui ne tient pas au-delà de cet homme. Ou est-ce que la CAQ a produit son propre nationalisme, disons ça comme ça, autonomiste, identitaire entre guillemets, capable de tenir dans les circonstances? Autrement dit, est-ce que c'est une coalition bancale ou une coalition plus profonde? Je pense qu'à la
CAQ eux-mêmes, ils doivent se le demander de temps en temps. Comment on fait pour tenir ensemble Simon-Jolin Barrette puis Éric Girard, Simon-Jolin Barrette puis Pierre Fitzgibbon? C'est triste que quand je dis ça, je me rends compte que j'en ai pas beaucoup dans le camp de Simon-Jolin Barrette. Je dis pas qu'il y en a pas d'autres, mais c'est pas des figures aussi imposantes dans le gouvernement. Et s'il y en a d'autres, puis on peut croire, puis on sait qu'il y a beaucoup de nationalistes, de souverainistes dans le personnel politique. Mais est-ce qu'il y en a assez des figures politiques, des têtes? Il y a le premier ministre, bien sûr, mais le premier ministre, moi, ma théorie sur lui, c'est que, comme je dis toujours, c'est pas un fédéraliste converti, c'est un souverainiste refoulé. Hein, c'est un souverainiste dans le placard, c'est un souverainiste qui a refoulé ses convictions. Bon, mais à certains moments donnés, dans une situation qui est la question linguistique, qui est la question qui touche à l'existence même du peuple québécois, c'est dans ces moments-là qu'il faut faire remonter à la surface une bonne partie de ses convictions ou de ses sentiments. Est-ce que François Legault pense en ce moment qu'avec les gestes qu'il pose, le Québec va être encore un pays français dans 50 ans, dans 100 ans? S'il en est convaincu, je me questionnerai sur sa lucidité. Je ne m'interdis pas de penser qu'il peut changer d'avis. On verra s'il a the eye of the tiger. Merci Mathieu Bocoté pour cette excellente chronique. Bonne journée. Offrez la beauté en cadeau. Et Sephora vous permet de le faire lors du Vendredi fou. Cette semaine, profitez d'aubaines quotidiennes et de 50% de réduction sur des produits sélectionnés chaque jour. Revenez tous les jours pour ne rien manquer. Et ce n'est pas tout. Sephora prolonge le Vendredi fou jusqu'au 29 novembre avec encore plus de trouvailles beauté à 50% de réduction. Profitez de toutes nos réductions en magasin et en ligne sur Sephora.ca. Des conditions s'appliquent. Détails sur Sephora.ca. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, il faut organiser un débat entre toi et Guy Fournier, là, parce que lui, il trouve le film d'Isabelle Racicot formidable et il trouve que M. Legault devrait à tout prix le regarder aujourd'hui dans sa chronique, là. Guy Fournier. Nous sommes en droit de ne pas voir le monde de la même manière. Hein. Je plaide pour cela en général, je plaiderai pour cela dans les circonstances présentes. Il se pourrait que M. Legault doive le regarder. Il n'est pas certain qu'il en tire les mêmes conclusions que Guy Fournier. Écoute, hier, parce que tu veux parler de racisme, mais hier, je sais pas si tu as lu cette lettre ouverte, parce que maintenant, dans le Journal de Montréal, on permet à des citoyens d'écrire des chroniques, de publier des chroniques. C'est une excellente idée. Muriel Châtelier, journaliste pigiste, noire, tu as eu son texte, je l'ai lu en début d'émission. Elle dit il ne me viendrait jamais à l'esprit de traiter le peuple dominant de raciste. Je n'ai pas le sentiment d'être méprisé par une majorité de personnes. Je ne me sens pas oppressé au quotidien. Ça me fait tellement de bien de lire ça. Oui, puis j'ai l'impression que ça représente le discours, ça j'en suis convaincu, d'un très grand nombre, de soit de nouveaux arrivants ou soit de gens issus de l'immigration, deuxième ou quelquefois une troisième génération, qui ont fait ce qu'il fallait pour s'intégrer ici, ont fait tous les gestes nécessaires et se reconnaissent globalement dans une société accueillante et qui sont très mal représentés par certains activistes à la mode qui instrumentalisent aujourd'hui la question de l'immigration pour faire le procès d'une société québécoise qui est toujours accusée de racisme depuis toujours, hein, soit dit en passant. Les accusations de racisme étaient sur d'autres motifs auparavant, paradoxalement. Mais donc moi, quand on voit des discours comme ça, je crois qu'il est représentatif de bien des gens, tout comme, et ça c'est l'autre élément dont on parle peu dans ce débat, tous ces gens issus de l'immigration, mais qui sont parfaitement pas juste intégrés, là, assimilés. C'est-à-dire que c'est des Québécois de souche comme toi, comme moi. C'est juste qu'ils viennent d'ailleurs sur le plan biographique, sur le plan généalogique, mais ils sont Québécois de souche au sens le plus trivial du terme. Ils peuvent habiter Boucherville, ils peuvent habiter Outremont, ils peuvent habiter Trois-Rivières, ils peuvent habiter Hull, puis il n'y a pas de souci. Puis là, on n'en parle pas de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejoint la majorité. Donc, c'est comme si pour parler au nom de la situation des gens issus de l'immigration dans l'espace public quelquefois, il fallait se situer à l'extérieur de la majorité historique francophone et non pas intégrer à tout cela le point de vue de ceux qui l'ont rejoint, qui l'ont pleinement embrassé, qui en font partie pleinement. Et ça m'amène au texte dont je voulais te parler, qui est paru hier dans le Huffington Post et qui n'est pas du tout du même registre que celui de Mme Châtelier, qui est assez fascinant, c'est de Mme Sonia Lee. Je le dis, je lis sa notice biographique sur le Huffington Post. Sonia Lee est née en Chine, mais a grandi en banlieue de Montréal. Bon.
C'est une blogueuse voyage. Et qu'est-ce qu'elle dit dans son texte où elle prétend se tenir debout pour lutter contre le racisme en brisant le silence? Elle explique qu'elle habite Villeray. Villeray, où elle est revenue récemment après avoir vécu un temps en Asie. Villeray, elle trouve ça trop francophone, trop blanc, entre guillemets, trop québécois francophone classique, à la différence des autres quartiers de Montréal qui vivent sous le signe d'une vibrante diversité. Et elle se désole, en fait, de ce quartier exagérément homogène où elle a le malheur de vivre. Mais elle nous dit qu'elle aime retourner en Asie, que c'est elle qui est née en Chine, mais elle est passée du temps en Thaïlande récemment. Elle aime retourner en Thaïlande parce que, plus largement en Asie, parce que elle vous retrouve un endroit où les gens lui ressemblent et elle se sent chez elle. Physiquement, les gens lui ressemblent. Et là, j'ai lu ça et je me suis dit, c'est fascinant. Cette dame revendique le plaisir de la ressemblance ethnique et physique. Et pour cela, dit, j'aime retourner en Asie où les gens me ressemblent. Mais lorsqu'elle arrive à Montréal, elle considère que notre société est trop homogène, entre guillemets. Voyons! Ah oui, c'est fascinant. Donc là, elle revendique pour elle le droit d'un continent d'origine vers lequel elle peut se replier, qui aurait le plaisir, de son point de vue, de la ressemblance et de l'homogénéité ethnique, mais au Québec, elle ne désire pour nous qu'une société où il y aurait de moins en moins, on le comprend, de Québécois francophones qui seraient appelés à se dissoudre dans une diversité rédemptrice pour qu'elle vienne enfin un monde où elle se sentirait à l'aise. Mais ça, c'est un texte qui... Et en tant que tel, pour moi, c'est un texte qui a une dimension, un appel à la conscience raciale autorisé pour certains groupes. Mais c'est surtout un texte profondément stupide. Et imagine-toi si un blanc francophone dit je quitte Montréal, je vais m'en aller à Kamouraska parce que tous les gens me ressemblent là-bas et il n'y a pas d'ethnie. On est entre blancs. Les gens diraient ben ça n'a pas de bon sens, c'est un suprémaciste blanc, mais c'est exactement ce qu'elle dit. Voyons. Mais on est dans cette logique, exactement, mais le fait est que quand ça vient de personnes qui portent l'étendard minoritaire, on va présenter ça comme de l'antiracisme. C'est assez fascinant. Alors, je cite le passage. Je viens tout juste de revenir au Québec. Il y a un mois, je vivais en Thaïlande. Ça faisait 3 ans que je vivais à l'étranger, principalement en Asie. On m'a souvent demandé pourquoi, et bien que cette réponse pourrait être répondue de 1001 façons, la plus simple, c'est que je suis bien en Asie. Ce sera toujours une de mes maisons. Les gens me ressemblent et ça fait du bien. Ben voyons donc! Alors, et là, il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans le fait d'être dans un environnement où tu te fonds dans la masse, où tu n'as pas à gérer les micro, parfois macro-agressions. Et là, on a envie de dire, ben là, un instant. Donc, suivons votre logique, madame. Est-ce que madame Sonia Lee, blogueuse en matière de voyage, est-ce que, de ce point de vue, les Québécois francophones devraient se dire, bon, ben OK, on retient la leçon, donc on veut un environnement où on soit clairement dans la masse et on se fond dans la masse. Incroyable. Et votre commentaire, madame, ne relève-t-il pas d'une micro-agression dans le journal, dans le HuffPost? Et moi, ce qui me fascine à travers tout cela. Alors, ensuite, elle appelle, bien sûr, il faut pas oublier, elle se plie au rituel, je la cite, au gouvernement, il faudrait d'abord reconnaître l'existence du racisme systémique. Ah bon? Alors moi, je sais pas, moi, ce que je note, c'est que son discours est un discours racialiste. J'évite d'utiliser le gros terme raciste, mais il pourrait me passer à l'esprit. Et là, on est devant quelque chose d'assez singulier. C'est-à-dire, dans un journal au Québec, on peut expliquer qu'on souhaite que son continent d'origine soit massivement dominé par des personnes qui nous ressemblent physiquement sous le signe de l'homogénéité ethnique et raciale, parce qu'on se sent bien, et ça, c'est valorisé, puis on peut l'écrire, tout en expliquant que les Québécois sont racistes systémiques, puis Villeray, c'est trop blanc, puis trop Québécois francophone, trop pain tranché, comme on aurait dit autrefois. Ben, là, ça commence à m'embêter un peu, parce que, finalement, ce que nous dit cette femme-là, c'est que le jour où on sera plus vraiment ici, ça va être mieux. Le seul problème avec le Québec, c'est les Québécois. Merci beaucoup, madame Sonia Lee. Alors, quand je regarde ça, je me dis, on a un problème. J'imagine que tu le disais très bien. Imaginons quelqu'un qui dit, j'en ai assez à Montréal. Il y a trop de gens qui me ressemblent pas. Là, je vais m'en aller. Puis, il l'écrirait comme tel, là. Je vais m'en aller dans l'endroit le plus blanc parce qu'enfin, les gens me ressemblent. On dirait, bon, là, on n'aurait pas d'ambiguïté. On est devant un texte raciste. Tout le monde s'indignerait. Mais là, personne ne s'indigne. Tout le monde trouve que c'est normal. C'est le racisme autorisé parce qu'il est dirigé contre les le grand, méchant, homme blanc, le salaud de notre temps. Le nouveau visage du bourgeois à haute forme, c'est aujourd'hui le blanc bedonnant dominant.
Vous êtes un acteur important de votre secteur d'activité. Vous avez des solutions ou des opinions à partager. Vous pouvez faire la différence. Exprimez-vous à faites-la-différence@commercialquebecormedia.com et faites-vous entendre avec la force de nos plateformes. Mais c'est une imbécile à dimension cosmique. Et écoute, Mathieu, je vais te raconter une anecdote que j'ai déjà racontée ici, mais j'étais à Outremont, j'avais des voisins que j'aimais beaucoup. Mes voisins, la maison, elle est vendue, elle est achetée par un juif assidique, OK? Qui achète la maison, on dit, bon, ils vont s'établir bientôt, je sais pas s'ils ont des enfants, etc. Bon, on attend, il n'y arrive pas. Et là, on voit l'agent immobilier en disant, mais coudonc, ils vont-tu venir à un moment donné? Les nouveaux voisins, ils disent non, ils ont décidé finalement, ils s'établiront pas sur la rue. Et là, j'ai dit pourquoi? Elle dit, ben, ils ont décidé, il n'y avait pas suffisamment de juifs assidiques. OK? Ah, quand même. Il n'y avait pas assez de juifs assidiques sur la rue. Imagine-toi, moi, que je dis, finalement, je n'irai pas m'établir sur cette rue-là parce qu'il n'y a pas suffisamment de blancs comme moi. Tu sais, on dirait qu'il y a un racisme. Quand tu es dans une minorité, tu as le droit d'être raciste. Ben on est ici devant quelque chose d'assez inquiétant. C'est-à-dire que les gens, globalement entre guillemets, cherchent une forme de proximité culturelle. Ben, évidemment, la proximité culturelle. Mais il n'y a pas de différence de fond entre la proximité culturelle et la proximité raciale dont nous parle Mme Sonia Lee, par exemple, parce que moi, ça m'a frappé comme texte, je t'avouerai. C'est-à-dire, là, on parle pas de gens qui ont une proximité où on se comprend, on a les codes, on peut rire des mêmes affaires. Non, on dit qu'ils nous ressemblent. Donc là, c'est la réintégration du concept racial dans sa dimension la plus primitive, là, c'était le primaire, c'est-à-dire le phénotype. Là. Il faut que la personne me ressemble. Donc là, il y a ça. Là, ensuite, bon, imaginons là, qu'elle le pense. Pourquoi considère-t-elle que ce serait légitime en Asie, mais pas légitime en Occident? Si c'est dans cette logique-là qu'on doit fonctionner, si on doit remplacer la culture par la race, si on doit remplacer l'identité culturelle et nationale par l'identité raciale, c'est ce qu'elle nous dit. Pourquoi c'est valable juste dans un coin du monde et pas dans un autre? Là, il va falloir qu'on comprenne c'est quoi le système mental de ces gens-là. Et tu dis, c'est un texte, manifestement, c'est pas le texte le plus lumineux de l'histoire récente, mais c'est un texte révélateur. Pourquoi est-il révélateur? Parce que c'est un discours qu'on entend tout le temps. C'est le paradoxe aujourd'hui de diversité, le paradoxe diversitaire. C'est-à-dire que certains, je sais pas si tout le monde, certains militants qui prétendent parler au nom des minorités revendiquent sans cesse une origine à laquelle ils refusent mais ils ne tolèrent pas qu'on le leur rappelle. Donc, c'est l'éternelle fierté du pays d'origine, mais quand on leur fait remarquer, oui, c'est votre pays d'origine, alors là, on devient discriminatoire et raciste. Là, on essaie de comprendre c'est quoi cette logique-là. Puis on dit, regardez, le Québec dans lequel vous êtes installé, c'est pas une page blanche. Le Québec, c'est pas un pur territoire administratif désincarné. C'est un pays, une histoire. C'est 400 ans d'histoire. Hier soir, je marchais avec ma compagne dans le quartier, puis il faisait froid quand même. C'était pas une soirée chaude d'automne. Puis là, je disais, mais mon Dieu, il y a quand même du monde qui a 400 ans ont commencé à construire un pays ici. Il y a de quoi être fier. Il me semble que c'est un peu bizarre. Moi, je suis toujours dit, ce qui est bizarre, c'est qu'arriver au Québec et dire, tiens, on va construire ici un pays pendant 400 ans. Je trouve que c'est pas mal. Alors là, il me semble que les gens qui arrivent ici, on leur ouvre des portes. On leur dit, il y a de la place pour vous. Vous allez vous transformer à notre contact, mais nous, on va vous faire de la place. On va aussi se transformer, mais globalement, il y a une histoire qui se poursuit. Mais si la personne qui arrive ici nous explique qu'on est de trop, que ce serait mieux qu'on dégage parce qu'on est trop blanc, trop francophone, trop homogène, trop ci, trop ça, on est en droit de se demander si on n'est pas passé de la gratitude à l'ingratitude et finalement, si on n'est pas passé de la main tendue à la gifle au visage en face du Québécois francophone. Tout à fait. Écoute, en terminant, je vais te lire le début d'un texte qui est paru dans un magazine en septembre 2020. Une vingtaine de familles noires vient d'acheter 40 hectares de terre en Géorgie, aux États-Unis. Leur but, créer la première ville noire pour noirs seulement. On est rendu là. C'est le retour de la ségrégation. Mais c'est la ségrégation revendiquée. C'est la ségrégation à l'époque du safe space. On est dans une logique folle. Ils sont en train, la gauche racialiste est en train de replacer la question raciale au cœur de la vie politique. C'est tout simplement débile. C'est-à-dire, aux États-Unis, déjà qu'il y avait des problèmes avec ça. Là, on est en train d'importer cette logique-là. Me semble-t-il que la force d'une société, puis je le redis, pardonne-moi de le redire avec une dernière fois, c'est la culture. C'est une culture. Une culture, c'est pas un pur texte juridique, mais c'est pas de la race.
ça intègre, ça se transforme, une culture c'est vivant, une culture c'est dense. Eh bien là, ils sont en train finalement de nous dire la race va primer. Quel triste monde qu'on nous prépare au nom de ce qu'ils appellent l'inclusion. On t'assigne à domicile. Là. Toi, t'es blanc et tu vas être blanc pour le restant de tes jours. Tu vas être un oppresseur pour le restant de tes jours. Moi, je suis noir, je suis une victime et je vais être une victime pour le restant de mes jours. Je pourrais pas en sortir parce que la couleur de ma peau me définit. On en reparlera demain, mais c'est... Identité régressive par excellence, étanche, régressive et étouffante. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée, Mathieu Bocoté. Offrez la beauté en cadeau. Et Sephora vous permet de le faire lors du Vendredi fou. Cette semaine, profitez d'aubaines quotidiennes et de 50% de réduction sur des produits sélectionnés chaque jour. Revenez tous les jours pour ne rien manquer. Et ce n'est pas tout. Sephora prolonge le Vendredi fou jusqu'au 29 novembre avec encore plus de trouvailles beauté à 50% de réduction. Profitez de toutes nos réductions en magasin et en ligne sur Sephora.ca. Des conditions s'appliquent. Détails sur Sephora.ca. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors, Mathieu, hier, tu nous parlais d'un texte qui était publié dans le Huffington Post, écrit par une Québécoise d'origine chinoise. J'avais dit que ce texte-là était d'une stupidité cosmique. Eh bien là, nous repoussons les frontières. Là, on est vraiment Star Trek, on est patrouille du cosmos. Là, on repousse les frontières de la niaiserie avec Anastasia Marcelin. Alors, Mme Marcelin s'était fait connaître il y a quelques mois déjà dans une vidéo sur Facebook où elle disait notamment, je la cite pour ne pas être inexact. On sait, elle est arrivée au Québec à 14 ans, elle est d'origine haïtienne, c'est très bien, on a une société accueillante, mais elle nous dit donc, à propos des Québécois, la plupart d'entre vous sont des hosties de paresseux qui foutent rien que rester sur le bien-être social. Texto, ça a été une citation. Elle nous expliquait par là que les Québécois étaient laissés eux-mêmes un peuple un peu, pas de grande envergure, et qu'on avait été heureusement civilisés et éduqués par les intellectuels haïtiens en exil arrivés ici sous les Duvaliers. Donc, elle nous avait expliqué ça, puis elle complétait en disant que la plupart d'entre vous sont des hosties de paresseux qui foutent rien que rester sur le bien-être social. Elle s'était fait connaître un peu pour ça. Et là, elle décide de pendant des événements autour de George Floyd, elle en a rajouté en expliquant que notre histoire, c'était les Blancs et les Noirs. Donc, elle semblait vouloir nous expliquer notre histoire en nous expliquant que c'était comme l'histoire américaine. Donc, francophone et anglophone, ça disparaissait. Il y avait Blanc et Noir. Et là, elle en a dit un peu plus hier sur sa page Facebook. Madame Marcelin, elle est présidente, je crois, de la Ligue des Noirs Nouvelle Génération. Donc, c'est pas n'importe qui. Elle représente un organisme de militantisme actif. Et elle nous dit hier, c'est assez intéressant sur Facebook, pourquoi dois-je me sentir obligé de parler français? Pourquoi dois-je parler une langue qui me rappelle la douleur des miens? Pourquoi eux, ces blancs, je laisse de côté les fautes, mais on me dira ce détail, qui veulent que je parle leur langue afin qu'ils puissent me comprendre, non pas ma langue comme première langue? Alors là, c'est intéressant parce que ça en dit beaucoup d'une certaine manière sur cette espèce de psychologie qui est présente aujourd'hui dans les mouvements qui se réclament de l'antiracisme, mais qui sont tout à fait racistes bien souvent. Bon, premièrement, encore une fois, ça réduit tout à la couleur de la peau. Ça me faut la peine de le dire. Mais surtout, c'est intéressant. Donc, madame arrive ici à 14 ans, puis elle se demande pourquoi le français serait la langue commune. Pourquoi elle est obligée d'apprendre la langue de la société où elle s'est installée, où sa famille s'est installée. Pourquoi c'est pas la société d'accueil qui apprendrait sa langue au nom de la douleur historique qui est celle de sa société d'origine? Pourquoi c'est la société d'accueil qui décide d'imposer ses codes culturels, je devine que ça doit être vu comme un geste colonial et abject, à ceux qui les rejoignent, alors que cette société d'accueil pourrait, elle, plutôt apprendre la langue de ceux qui arrivent chez elle, de ceux qui s'y installent, parce qu'ils leur font la grâce de s'y installer, elle nous l'avait dit. Les professeurs haïtiens ont civilisé les Québécois, les intellectuels haïtiens nous ont tirés de notre propre merde parce que par nous-mêmes, on est des paresseux qui foutent rien que rester sur le bien-être social. Ce soit-là, donc, déjà, le premier moment de civilisation a eu lieu à ce moment-là où on nous tire de notre merde. Et bien là, maintenant, on nous explique qu'on doit apprendre le créole, non pas parce que c'est une langue honorable, très bien, c'est une langue de culture, très bien, on peut vouloir faire ça, mais tout simplement parce qu'il n'y aurait pas de primat légitime du français au Québec et que la société d'accueil devrait apprendre la langue des nouveaux arrivants par principe. C'est intéressant quand même comme point de vue, puis je reviens sur la question de la mémoire.
Pourquoi dois-je parler une langue qui me rappelle la douleur des miens? C'est intéressant comme point de vue. On pourrait répondre qu'elle doit l'apprendre, je sais pas, parce qu'elle a rejoint la société québécoise. On pourrait lui dire que au Québec, elle n'est pas ici héritière de l'esclavage. C'est pas une descendante de l'esclavage. Ici, c'est une descendante de réfugiés ou d'immigrés. Je connais pas son parcours personnel, mais on peut supposer que sa famille s'est installée ici pour avoir une vie meilleure. On pourrait croire, mais ça, c'est un peu vieux jeu, qu'il y aurait une forme de gratitude élémentaire, peut-être, ou à tout le moins, d'acceptation pénible et paisible tout à la fois de sa société d'accueil. Mais non, Mme Marcelin a un sens aigu de la justice et elle se demande au nom d'un égalitarisme magnifié pourquoi c'est pas les Québécois qui apprennent le créole et pourquoi on le suit, lui impose une langue qui rappelle la douleur de ses ancêtres. C'est vraiment, c'est une pensée intéressante, il n'y a pas de doute là-dessus, qui mérite qu'on s'y penche, mais je dirais surtout qui est révélatrice d'un état d'esprit. Parce que ce discours-là, on le voit ces jours-ci, on le voit de plus en plus. Là, il s'exprime peut-être de manière quelque peu tonitruante chez Mme Marcelin, qui a quand même une certaine combativité dans son désir de dire que le français c'est trop puis que les Québécois c'est des BS puis des pas propres. D'accord, c'est son point de vue, elle le dit avec son vocabulaire, mais il en demeure pas moins que c'est un point de vue qui est plus répandu qu'on ne le croit. Il peut s'exprimer avec la douceur de Madame Lee hier, qui nous expliquait justement que ce qui l'embêtait à Montréal, c'est qu'il y a trop de Québécois francophones dans Villeray. S'il y en avait moins, ce serait mieux, non? Ce serait plus ouvert, mais elle préfère quand même retourner en Asie parce que là, avec des gens qui lui ressemblent, puis elle goûte les plaisirs de l'homogénéité ethnique et raciale. C'est son point de vue. Aujourd'hui, on nous explique qu'on devrait apprendre le créole pour être véritablement égalitaire et pourquoi elle apprendrait le français parce que c'est la langue qui suscite de la douleur chez elle. Tout cela est très intéressant parce que ça nous en dit finalement beaucoup sur les effets ravageurs du multiculturalisme, du racialisme, de l'américanisation des esprits sur des gens qui manifestement ne se voient pas au Québec comme des gens qui font leur vie ici, mais qui veulent déloger le bois mort que sont les Québécois francophones qui devraient se tasser pour connaître une société nouvelle. Vous êtes un acteur important de votre secteur d'activité. Vous avez des solutions ou des opinions à partager. Vous pouvez faire la différence. Exprimez-vous à Faites la différence à commercialquebecormedia.com et faites-vous entendre avec la force de nos plateformes. Il fut un temps où les ignorants avaient honte de leur ignorance et étaient plutôt discrets dans les discussions publiques parce qu'ils savaient que, ils avaient beaucoup de trous dans leur culture et donc ils prenaient leurs trous. Aujourd'hui, les gens ignorants sont fiers de leur ignorance, la brandissent, ont des micros, son texte est bourré de fautes et en plus, elle associe la langue française au blanc. Et là, ça nous ramène à cette obsession qu'ils ont, les antiracistes, de tout ramener à la race. Et je te jure, là, on pourrait avoir une discussion sur les ongles incarnés et elle ramènerait ça à la race. En fait, je le documente pour un bouquin sur lequel je travaille ce temps-ci, c'est cette espèce d'obsession racialiste. Et là, on apprend, par exemple, que le racisme s'est glissé jusque dans les mathématiques. Ça, c'est... Je cherche comment 2 plus 2 égale 4. Peut-être, d'une manière ou de l'autre, une manifestation de racisme. On nous dit toutefois, dans les milieux de l'antiracisme racialiste, que ça, c'est pas moi qui le dis, parce que je trouve que c'est délirant de dire ça. On nous dit que, par exemple, la famille nucléaire, la rationalité et la quête scientifique seraient propres à la culture blanche. L'universalité d'ailleurs aussi. Là, moi, je tombe par terre. Parce que moi, qui étant un universaliste véritable, j'aurais jamais l'idée sotte et aberrante de dire que l'objectivité, la raison, la science, c'est blanc. Bien sûr que non. C'est qu'on demande fou de dire ça. C'est insensé. Mais ça, l'antiracisme racialiste trouve le moyen de faire finalement de marqueurs universels des marqueurs propres au racisme occidental. On nous dit aussi que la physique est raciste, ça faut pas l'oublier, et la musique classique. La musique classique est raciste. On peut faire une longue liste de choses. Oui. En gros, nous sommes ontologiquement coupables de par la couleur de notre peau. Exactement. Et écoute, elle parle du français, et elle dit, on sait qu'elle est haïtienne, elle parle créole, elle parle du français, elle dit, cette langue n'est pas et ne sera jamais la mienne. La langue française ne sera jamais ma langue. Je veux rappeler à Mme Marcelin que Denis Laferrière est haïtien, qui parlait créole et qui est à l'Académie française, maudite niaiseuse. Alors, c'est particulier parce que Mme Marcelin, là-dessus, en plus, donc, elle décide c'est très bizarre, de racialiser les langues, mais doit-elle, peut-être ne le sait-elle pas, parce qu'on peut pas tout savoir, que quand même une partie de la francophonie joue son avenir en Afrique aujourd'hui, soit dit en passant, que le français est aussi langue d'émancipation, et à moins de considérer
serait triste. Que finalement, il n'y a de langue que par la couleur de la peau, il n'y a de peau liée à la langue, et ainsi de suite. Puis on est condamné à une forme d'étanchéité culturelle définitive. Eh bien, peut-être pourrait-il se dire que c'est justement dans le français, par le français, pas seulement par le français, que il y a eu une relation particulière qui s'est créée entre Haïti et le Québec, que les Québécois étaient jusqu'à tout récemment, puis le sont encore, j'en suis convaincu, assez fiers de leur relation avec Haïti. Mais c'est difficile, quelquefois, pour la qualité d'une relation, quand des gens nous expliquent qu'ils se prennent pour des leaders dans leur communauté. Que finalement nous sommes de trop ici, qui nous expliquent que nous sommes des racistes, et parce qu'on est toujours des racistes, et qui considèrent, et ça je pense que c'est important de le dire, qui considèrent que toute critique de leur discours, c'est du racisme. On voit ça, c'est assez particulier. Donc, Mme Marcelin, quand on la critique, elle dit que c'est du racisme. Parce qu'on critique, ou c'est même du sexisme, qu'on critique une femme noire, donc c'est du racisme et du sexisme. Dois-je comprendre que la critique doit être réservée à certaines catégories de la population et d'autres peuvent s'en exempter par leur couleur de la peau ou leur sexe? C'est assez intéressant comme point de vue. Autrement dit, on peut dire ce qu'on veut, n'importe quoi, n'importe comment. Insulter les Québécois francophones, vomir sur notre histoire. On peut faire tout ça. Et quand on critique la personne, on est victime de racisme. Mais ça, c'est génial quand même. Ça, c'est pile, je gagne, face. Ben oui, exactement. Et elle dit, je veux pas me soumettre aux Blancs. Donc, lorsqu'on veut que les immigrants parlent notre langue, on est finalement oncle Tom et on veut imposer. On est des suprémacistes blancs parce qu'on veut qu'ils parlent français. Oui. Mais c'est tellement niaiseux. Oui, mais alors si c'était que niaiseux, on lui accorderait pas autant de temps aujourd'hui. Si on en parle, c'est parce que c'est un discours qui s'étend de plus en plus. Moi, c'est ça qui m'effraie. Si c'était que les discours intelligents qui traversaient l'histoire des peuples, on pourrait se contenter de les étudier tranquillement dans nos cabinets en lisant en paix. Le problème, c'est que les discours les plus aberrants peuvent quelquefois gagner en écho dans une société. On est quand même dans une société qui considère aujourd'hui que la différence sexuée dans l'humanité est une construction transphobe. On est rendu là. Il y a des idées qui, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais il y a même 2-3 ans, pouvaient nous sembler inconcevables, qui passent aujourd'hui pour la nouvelle norme dans nos sociétés. C'est intéressant quand même ça. Donc là, devant cela, je crois que nous devons nous faire un devoir, même quand c'est pénible, parce que je ne dirais pas que lire les textes de Mme Marcelin c'est la chose la plus stimulante intellectuellement qu'on a pu faire cette semaine. Mais il faut néanmoins le faire pour prendre au sérieux ce discours qui s'exprime de manière décomplexée, qui trouve de l'écho dans les grands médias, qui est favorablement présenté quelquefois par la radio-télévision fédérale. Je me souviens que Mme Marcelin avait eu un traitement favorable dans un reportage. Alors, il faut prendre ça au sérieux parce que ce discours trouve néanmoins de l'écho aujourd'hui et puis devient de plus en plus agressif. Écoute, lorsque ce matin, quand j'ai lu l'endos de ma boîte de céréales, c'était plus intellectuellement stimulant que le texte de Anastasia Marcelin. Merci beaucoup. Excellent week-end, Mathieu Bock-Côté. Bonne journée. Bye bye. Salut.